Le célèbre guerrier sultan Saladin a remporté une victoire à Hattin qui lui a permis de conquérir le royaume croisé de Jérusalem. Saladin a accompli ce triomphe spectaculaire environ 2 ans après la mort de Baudouin IV le roi lépreux de Jérusalem. Si Saladin avait affronté Baudouin à la bataille de Hattin, aurait-il remporté sa célèbre victoire ? Baudouin IV lépreux et croisé fut l'un des commandants les plus remarquables de son époque et, de son vivant, représenta un défi digne du vaillant sultan. Dans sa lutte titanesque, Saladin avait un avantage considérable. Il contrôlait le territoire autour du minuscule royaume de Baudouin, et il disposait de forces armées bien plus importantes. De plus, le jeune roi souffrait également d'une grave maladie, la lèpre. Malgré sa maladie et malgré le petit nombre de ses hommes, Baudouin le lépreux chevauchait à la tête de ses chevaliers, l'épée à la main, affrontant les légions de Saladin à plus d'une reprise. Profondément chrétien, il était résolu à défendre Jérusalem à tout prix. Aujourd'hui, nous allons plonger dans la vie, les épreuves, les victoires et les défaites de ce jeune homme vraiment remarquable, qui s'est opposé à un empire alors même qu'il subissait les horreurs de la lèpre. Voici l'histoire réelle des croisades. La vie du roi Baudouin IV le roi lépreux de Jérusalem. À l'été 1161, un petit garçon naquit d'Amaury, comte de Jaffa, et de son épouse Agnès de Courtenay. Amaury était un seigneur important du royaume de Jérusalem, un petit royaume établi environ 6 décennies plus tôt par des chevaliers francs, c'est-à-dire des chevaliers venus de l'Europe chrétienne occidentale, à la suite des remarquables victoires de la première croisade. Le but de ce royaume était de protéger les lieux sanctifiés par la vie du Christ, en particulier Jérusalem, la ville où il avait été crucifié et ressuscité. Mais le royaume croisé était entouré de territoires ennemis car il coexistait avec de nombreux États musulmans puissants. Jérusalem aussi était sacrée pour les musulmans, car c'était le lieu du voyage nocturne du prophète Mahomet. Ainsi, le bébé d'Amalric est né dans un royaume en guerre, le champ de bataille entre chrétiens et musulmans dans la grande lutte connue sous le nom de croisade. Le fils d'Amalric fut baptisé Baudouin, du nom du frère aîné d'Amalric, qui n'était autre que Baudouin III, le roi de Jérusalem. Lors du baptême du bébé, le roi lui-même fut le parrain. Le roi plaisanta en disant vouloir offrir le royaume de Jérusalem en cadeau de baptême à son petit-neveu. À l'époque, cela devait sembler improbable, car Baudouin III était jeune et venait d'épouser une belle princesse byzantine. Cependant, 2 ans plus tard, le roi Baudouin III mourait de façon inattendue sans enfant, et son frère Amaury deviendrait le nouveau roi. En tant que seul frère de Baudouin, Amaury était l'héritier incontesté du trône de Jérusalem. Et pourtant, les seigneurs et le clergé de la haute cour ne confirmeraient mais pas Amaury à moins qu'il ne répudie sa femme, Agnès. Ce n'était pas parce qu'Agnès n'était pas qualifiée pour être reine. Elle était la fille de Jocelyn II d'Édesse et appartenait à l'une des familles les plus prestigieuses du royaume. Sa famille avait perdu ses terres ancestrales en 1144 lorsque le comté d'Édesse fut conquis par le puissant dirigeant turc, Zengi de Mossoul. Se pourrait-il que la haute cour craignait qu'Agnès, si elle devenait reine, n'utilise son influence pour accroître le pouvoir de sa famille au détriment des maisons nobles traditionnelles de Jérusalem ? Les chercheurs n'en sont pas certains, mais il ne fait aucun doute que, pour devenir roi, Amaury a dû accepter que son mariage avec sa femme soit annulé. Cependant, la haute cour a accepté de reconnaître comme légitimes les enfants nés auparavant d'Amaury et d'Agnès. Cela signifiait que Baudouin, 2 ans, était désormais dans la ligne de succession au trône, comme sa sœur aînée, la princesse Sibylle. Baudouin voyait peu sa mère. Après sa séparation d'avec Amaury, Agnès n'aurait rencontré son fils que lors d'occasions publiques. Il voyait aussi peu sa sœur, car Sibylle fut envoyée pour être éduquée au monastère de Béthanie, où sa grande-tante Jovette était abbesse. Lorsque le prince Baudouin eut 6 ans, son père se remaria.
La nouvelle épouse du roi était Maria Comnène, une princesse issue de la famille impériale de l'Empire byzantin, mais il existe peu de preuves d'une relation étroite entre la reine Maria et son beau-fils. Le roi Amaury voulait s'assurer que son fils reçoive la meilleure éducation possible, et il nomma donc comme précepteur du garçon Guillaume, archidiacre de Tyr, l'un des hommes les plus érudits du royaume. Guillaume a été le premier à détecter la maladie chez le jeune Baudouin. Dans sa chronique, Guillaume raconte avec tristesse comment il en est venu à soupçonner que Baudouin était atteint de la lèpre. Le garçon, alors âgé d'environ 9 ans, m'a donc été confié pour être instruit et formé aux études libérales. Pendant qu'il était sous ma responsabilité, je me suis consacré à mon élève royal avec un soin vigilant, et je veillais sur lui avec la sollicitude que méritait sa haute position. Un jour, il jouait avec ses compagnons de rang noble, lorsqu'ils commencèrent, comme le font souvent les garçons espiègles, à se pincer les bras et les mains avec leurs ongles. Les autres garçons manifestaient probablement leur douleur par leurs cris, mais Baudouin, bien que ses camarades ne l'épargnassent point pas, endurait cela avec une patience excessive, comme s'il ne ressentait rien. Au début, je soupçonnais que cela venait de sa capacité d'endurance, et non d'un manque de sensibilité, mais lorsque je l'ai appelé, j'ai découvert que son bras droit et sa main étaient un téton partiellement engourdis. Le père du garçon fut informé de son état et des médecins furent consultés. Il est impossible de retenir ses larmes en parlant de ce grand malheur. Le roi Amalric fit appel à un médecin arabe chrétien, Abou Souleyman Daoud, pour soigner la maladie de son fils. Il engagea Abou el-Kahir, le frère du médecin, pour enseigner au prince l'équitation de guerre. C'était une compétence essentielle pour un souverain franc qui était censé revêtir une armure et mener ses chevaliers au combat. En particulier, un chevalier franc devait apprendre à contrôler son cheval avec ses genoux, car il devait manier son bouclier et sa lance en chargeant l'ennemi. Selon les témoignages, le prince Baudouin était un excellent cavalier. À ce stade, il ne montrait aucun symptôme majeur de sa maladie et chevaucherait encore longtemps aux côtés de ses chevaliers. Au XIIe siècle, on pensait que la lèpre était contagieuse et que seul Dieu pouvait la guérir, mais les Francs croyaient en une certaine sainteté chez les grands malades. Les gens avaient un peur d'attraper la maladie, mais ils cherchaient aussi à prendre soin des lépreux par des œuvres de charité. Dans les années 1140, l'ordre de Saint-Lazare fut fondé dans le royaume de Jérusalem pour s'occuper des lépreux. Cet ordre comprenait des chevaliers qui avaient été contractés la lèpre et qui continuaient à se battre jusqu'à ce qu'ils deviennent trop malades. Amalric devait craindre que la maladie n'empêche son fils d'assumer son futur rôle de roi. Il était pleinement conscient des précarités de la lignée royale. Son père Foulques était mort dans un accident de chasse et son frère Baudouin III avait succombé à la maladie à seulement 33 ans. Mais peu après, Amalric lui-même mourut de manière inattendue. Il menait une campagne, dirigeant son armée contre la forteresse de Banias, où il accepta des conditions de paix favorables avec le gouvernement de Damas. Alors que l'armée chrétienne levait le camp, le roi se plaignit de ne pas se sentir bien. Au moment où ils atteignirent Tibériade, il souffrait de dysenterie, et une fois arrivé à Jérusalem, Amaury était gravement malade. Là, le roi mourut le 11 juillet 1174. Il avait 38 ans. À la mort du roi, la haute cour se réunit, rassemblant tous les grands seigneurs et membres du clergé du royaume. Le prince Baudouin fut approuvé à l'unanimité comme nouveau roi de Jérusalem. Ce n'était pas une simple formalité. La haute cour était l'organe dirigeant le plus important du royaume de Jérusalem. Tous les membres de la haute cour, y compris le roi, devaient se conformer à ses décisions. Il n'était pas encore certain que Baudouin avait la lèpre. Il présentait les premiers symptômes de la maladie, mais ne montrait aucune manifestation extérieure ni handicap associé à la maladie. Baudouin avait 13 ans lorsqu'il fut couronné roi, le lundi, 15 juillet 1174. Cette date a été choisie intentionnellement, car elle marquait le 75e anniversaire de la conquête de Jérusalem par les croisés en 1099.
La couronne fut posée sur la tête du garçon par le patriarche, et il fut intronisé dans l'église du Saint-Sépulcre en tant que Baudouin, 6e roi latin depuis la fondation du royaume. Guillaume de Tyr a dû rayonner de fierté à ce moment-là. Dans sa chronique, il offre un portrait mémorable du nouveau monarque. Il était beau pour son âge, et bien au-delà de la coutume de ses ancêtres, il était un excellent cavalier et comprenait parfaitement la manière de manier les chevaux. Il avait une très bonne mémoire et aimait la conversation. Il était économe, mais se souvenait toujours aussi bien des faveurs que des offenses. À tous égards, il ressemblait à son père, non seulement par son visage, mais aussi par toute son allure. Sa démarche et sa voix étaient identiques. Son intelligence était vive, mais sa parole hésitait un peu. Comme son père, il écoutait l'histoire avec enthousiasme, prêt à suivre les bons conseils. Le royaume de Baudouin IV était considérable et prospère, mais aussi dans une position précaire. Les États croisés francs comprenaient tout le territoire côtier de la Syrie et de la Palestine, des monts Amanus jusqu'au désert du Sinaï. Au nord, la principauté d'Antioche et le comté de Tripoli étaient indépendants, bien qu'ils coopéraient étroitement avec Jérusalem. Le royaume de Jérusalem s'étendait du Transjordanie au sud-est, avec son grand château de Kérak jusqu'à Gaza et Ascalon au sud-ouest. De là, il s'étendait vers le nord le long de la côte, incluant de nombreuses villes portuaires importantes, Jaffa, Arsouf, Acre, Tyr, Sidon et Beyrouth. Il comprenait la région autour de la mer de Galilée, avec sa principale forteresse de Tibériade, et bien sûr il incluait les villes sacrées de Jérusalem et de Bethléem à l'ouest de la mer Morte. Cependant, le royaume était éclipsé par le grand empire de Saladin, qui régnait sur les riches terres d'Égypte ainsi que sur d'importants territoires musulmans en Syrie, comme l'émirat de Damas. Néanmoins, au moment de l'avènement de Baudouin IV, le royaume de Jérusalem était fort et prospère économiquement. Ces villes côtières étaient un centre commercial crucial en Méditerranée, où les marchands musulmans, chrétiens et juifs faisaient tous de bonnes affaires. Les membres de toutes les confessions vivaient bien sur le territoire croisé, pratiquant leurs propres rites et gérant leurs propres affaires tant qu'ils restaient fidèles au roi franc. Les châteaux situés le long des frontières orientales et méridionales protégeaient le territoire contre les invasions, mais il existait des vulnérabilités dans les défenses du royaume, surtout face à un ennemi aussi puissant que Salah ad-Din. Récemment, Salah ad-Din était devenu le principal adversaire des croisés. D'origine kurde et né dans ce qui est aujourd'hui l'Irak, Salah ad-Din s'est élevé de début modeste pour devenir une figure importante à la cour des Zengids en Syrie. Finalement, il s'est rebellé contre ses maîtres zengides et a établi son indépendance en tant que sultan d'Égypte. Ici, Salah ad-Din était bien placé pour étendre son pouvoir, car l'Égypte était riche et pouvait soutenir d'énormes armées. Rusé et d'une adaptabilité sans fin, Salah ad-Din s'est révélé être un dirigeant très compétent, ainsi qu'un commandant militaire courageux et astucieux. Il était aussi un homme de foi profonde, profondément inspiré par sa religion musulmane. Pour lui, les États croisés étaient une abomination, et il jura de venger les conquêtes de la première croisade en repoussant les Francs jusqu'à la mer. À 13 ans, Baudouin IV était encore considéré comme mineur. La haute cour nomma un régent pour gouverner jusqu'à ce que le roi atteigne l'âge de 15 ans, Raymond III comte de Tripoli. Parent de Baudouin, Raymond était un seigneur puissant du royaume, marié à la princesse de Galilée, dont il détenait les terres ainsi que son propre comté de Tripoli. Guillaume de Tyr laisse une description vivante de lui. C'était un homme mince et de faible constitution. Il n'était pas très grand et il avait le teint foncé. Il avait les cheveux raides d'une couleur moyenne et des yeux perçants. Il se tenait raide. Il avait l'esprit ordonné, était prudent, mais agissait avec vigueur. Il était modéré dans son alimentation et sa boisson. Généreux envers les étrangers, il était moins affable avec ses propres hommes. Lorsque Raymond devint régent, la mère de Baudouin, Agnès, revint également à la cour, tandis que la veuve du défunt Amaury, Marie, se retira dans son fief à Naplouse. Agnès commença à exercer une grande influence à la cour de son fils. Ayant été absente de la vie de son fils, Agnès tenta de nouer une relation avec Baudouin.
L'historien Bernard Hamilton affirme que Baudouin accueillit sans doute avec plaisir la présence de sa mère, séduisante et compétente, qui se souciait sincèrement de sa santé et en qui il pouvait avoir confiance pour gérer efficacement sa maison. Compte tenu des circonstances de son enfance, sa relation avec elle devait ressembler davantage à celle d'un neveu et d'une tante qu'à celle d'un fils et de sa mère. C'est durant cette période que Guillaume devint archevêque de Tyr, nommé par Raymond en 1174. De plus, sa nièce donna l'archevêché de Césarée à un ecclésiastique nommé Héraclius. Le chroniqueur Ernul affirme qu'Héraclius était son amant, et cette histoire sensationnelle est devenue largement connue. Mais il est impossible de la vérifier, et elle provient de l'un des ennemis politiques d'Agnès. Pendant ce temps, Saladin continua d'étendre son pouvoir. Depuis la mort de son plus grand rival, son ancien maître Nur ad-Din de la dynastie Zengide, Saladin grignotait les possessions zengides en Syrie. Après avoir pris Damas, Saladin entra en guerre contre Gumush Tekin, qui gouvernait Alep au nom du fils de Nur ad-Din, As-Sali. Il captura Homs aux Zengides ainsi que Kafartab et Marat al-Numan. Finalement, Saladin accepta une trêve avec les Zengides, mais Alep semblait susceptible de tomber un jour sous le pouvoir du sultan. Pendant cette période, Raymond de Tripoli ne prit aucune mesure militaire pour freiner les progrès de Saladin. Plutôt que de s'allier avec les Zengides, Raymond conclut une trêve avec Saladin en 1175, que Guillaume de Tyr décrit comme n'étant pas à notre avantage. Le jugement d'Abraham semble fondé, car Saladin avait écrit au calife abbasside à Bagdad en affirmant que ces guerres contre les Zengides n'étaient qu'un moyen d'unir tout l'islam afin de pouvoir attaquer les Francs et rendre Jérusalem à la domination musulmane. En 1176, Baudouin eut 15 ans et la régence de Raymond prit fin. À ce moment-là, le roi montrait déjà des signes de sa lèpre, notamment au visage, aux mains et aux pieds. Guillaume de Tyr raconte que ses sujets étaient bouleversés, chaque fois qu'il le regardait, Hans. L'un des chroniqueurs de Saladin, Imad ad-Din, a relevé ce fait en écrivant « Les Francs tenaient à le maintenir en fonction, mais ils ne prêtaient aucune attention à sa lèpre. » La maladie du roi rendait la haute cour particulièrement désireuse de conclure un mariage pour sa sœur Sibylle. En 1176, la cour arrangea une union entre Sibylle et Guillaume Longue-Épée, marquis de Montferrat. En tant que cousin à la fois de l'empereur du Saint-Empire romain germanique et du roi de France, Longue-Épée était un choix politiquement excellent pour devenir un jour l'époux de Sibylle. Cependant, en moins d'un an, Guillaume Longue-Épée tomba malade et mourut, laissant Sibylle, âgée de 17 ans, enceinte de son enfant. Cela ne fit qu'aggraver le problème, car la mort de Longue-Épée anéantit l'idée qu'il pourrait devenir le chef fort dont le royaume avait besoin lorsque Baudouin le lépreux mourrait un jour. La grossesse de Sibylle signifiait que son prochain mari devrait accepter que ses propres enfants auraient un peu de chance d'hériter du royaume, et peu des grands nobles de la chrétienté seraient désireux de conclure un tel accord. Pendant ce temps, Saïf ad-Din de Mossoul, un autre héritier zengide de Nur ad-Din, organisa une nouvelle coalition contre Saladin, incluant les émirs de Sinjar et de Mardin. Cela obligea Saladin à ramener son armée une nouvelle fois en Syrie. Comme il était en paix avec les croisés, Saladin traversa la Transjordanie sans opposition. Il rencontra Saïf al-Din de Mossoul et ses alliés lors de la bataille de Tel al-Sultan près d'Alep en avril 1176. Les combats furent féroces, mais Saladin sortit vainqueur et avança vers Alep. Le dirigeant d'Alep, Gumush Tekin, conclut une alliance avec le prince croisé d'Antioche, Bauman III. Dans le cadre de la paix, Gumush Tekin libéra les prisonniers francs détenus dans son donjon, parmi lesquels un seigneur franc qui avait été emprisonné pendant environ 15 ans, Renaud de Châtillon, et Jocelyn III de Courtenay, l'oncle du roi Baudouin. Avant son emprisonnement, Renaud de Châtillon était une force avec laquelle il fallait compter, un seigneur de guerre féroce que l'historien Bernard Hamilton décrit comme une figure controversée. Maintenant enfin libre, Renaud reprendrait une place de premier plan dans le royaume croisé et jouerait un rôle clé sous le règne de Baudouin,
Saladin semblait prêt à conquérir Alep. Il s'empara du château d'Azaz et resserra l'étau autour de la grande ville Zengide. Cependant, il interrompit brusquement sa campagne et conclut une trêve avec les Zengides qui incluait la restitution d'Azaz. A poussé Salah ad-Din à se retirer alors qu'il était si proche de la victoire. En fait, ce sont les événements à Jérusalem qui avaient attiré l'attention de Salah ad-Din, car le 15 juillet 1176, Baudouin le lépreux atteignit officiellement sa majorité et acquit tous les pouvoirs en tant que roi de Jérusalem. L'un des premiers actes du jeune roi en tant que souverain indépendant fut de refuser de renouveler le traité de paix de Raymond de Tripoli avec Salah ad-Din. Une nouvelle ère commençait. Baudouin le lépreux n'allait pas maintenir les politiques modérées de son régent. Il voulait porter le combat chez l'ennemi. Baudouin était sur le point de faire un geste audacieux qui surprendrait même Saladin. Pour l'aider à mettre en œuvre sa politique, Baudouin nomma sénéchal son oncle Jocelyn de Courtenay, un homme compétent et intelligent, absolument loyal envers le jeune roi. Le nouveau gouvernement du sultan freina aussitôt les ambitions de Saladin. Le sultan dut cesser de tenter de conquérir Alep et dut plutôt faire la paix avec les Zengides. Cependant, alors qu'il revenait d'Alep, Saladin attaqua la forteresse des assassins de Masyaf. Le sultan était déterminé à détruire cet ordre mystérieux, car récemment ils avaient tenté de l'assassiner. De manière glaçante, la tentative avait été menée par des Mamelouks, que l'on croyait pourtant totalement loyaux aux Ayyoubides. Le sultan craignait que les assassins aient infiltré d'autres rangs au sein de son cercle rapproché, et il pensait peut-être que la seule façon d'éliminer la menace était de les détruire complètement. Le 1er août 1176, le roi Baudouin IV rassembla l'armée de Jérusalem, rejoignit les troupes du comte Raymond de Tripoli et lança un raid sur le territoire de Saladin autour de la vallée de Bacar. Le neveu de Saladin, Touran-Shah, rassembla une armée et tenta d'interrompre le raid des Francs, mais le jeune roi le vainquit nettement lors de la bataille de Baalbek. Saladin apprit la nouvelle de ce désastre et abandonna immédiatement sa campagne contre les assassins. Une fois de plus, le jeune Baudouin contrariait ses plans. Ces deux campagnes d'été, y compris une victoire sur le champ de bataille contre les Ayyoubides, constituaient en les premières expériences de guerre de Baudouin 4 Tchilans. Le roi s'appuyait sûrement sur les connaissances de ses commandants vétérans, mais c'était un début impressionnant pour le jeune monarque adolescent. Baudouin refusa de laisser sa maladie l'entraver, prenant le champ avec ses hommes et dirigeant depuis sa selle une épée à la main et un casque de fer sur la tête. Pendant ce temps, la famine en Syrie força Saladin à se retirer avec son armée en Égypte. Baudouin saisit l'occasion de conclure une alliance avec l'empereur byzantin. L'accord établit Manuel comme le protecteur suprême de la chrétienté orientale, faisant de lui le suzerain des États croisés. Saladin observait de près tous ces événements. Il construisit une marine et commença à renforcer les défenses de ses principales villes en Égypte. Au printemps de l'an 1177, le roi Baudouin fit de Renaud de Châtillon son 4e plus grand vassal en lui accordant la main de Stéphanie de Milly, héritière des territoires frontaliers de Transjordanie, y compris le grand château du désert de Kérak. Depuis cet endroit, Renaud pouvait harceler les lignes d'approvisionnement de Saladin entre Damas et l'Égypte. La correspondance de Saladin de cette époque est remplie de plaintes concernant ses difficultés à transporter des hommes et des provisions entre la Syrie et l'Égypte. Renaud était clairement un homme en qui Baudouin avait confiance. Comme Baudouin, Renaud comprenait que la clé pour réduire le pouvoir ayyubide était de perturber la capacité de Saladin à sécuriser à la fois l'Égypte et la Syrie simultanément. Si Saladin était autorisé à continuer d'étendre son pouvoir en Syrie, surtout en capturant Alep, Jérusalem serait gravement menacée. Ainsi, Renaud, depuis son château de Kérak, devint une épine dans le flanc de Saladin. Guillaume de Tyr n'aimait pas Renaud, mais il le décrivait tout de même comme un homme d'une loyauté éprouvée et d'une fermeté de caractère peu commune. Puis, en août 1177, le comte Philippe de Flandre, l'un des hommes les plus puissants de la chrétienté, arriva avec son armée à Acre.
Comme de nombreux Occidentaux, Philippe vint un temps croisé et pèlerin. Il avait l'intention de visiter les lieux saints et de rejoindre les chevaliers des États croisés dans une campagne contre les musulmans. Les habitants du royaume croisé accueillirent à l'arrivée de Philippe. Le roi Baudouin voyait la visite de Philippe comme une bénédiction. Récemment, la lèpre de Baudouin s'était aggravée. Le comte de Flandre semblait être la solution aux épreuves du roi. Baudouin offrit au comte son propre royaume, demandant à Philippe d'assumer le fardeau de la couronne et la défense de Jérusalem. Philippe refusa, annonçant que sa visite serait brève et qu'il devrait bientôt retourner en Flandre. Raymond demanda donc au comte de se joindre à lui pour envahir le centre du pouvoir de Saladin, l'Égypte. Philippe refusa également cela, préférant plutôt aider Bohémond d'Antioche sur le front syrien. Déçu, le roi Baudouin tenta néanmoins de soutenir les efforts du comte et renforça l'armée de Philippe avec 100 chevaliers et 2000 fantassins. Cela a dû être difficile pour le jeune roi lépreux lorsque le grand comte de Flandre a marché vers le nord. Philippe rejoignit Raymond, III de Tripoli, et Bohémond, III d'Antioche pour une attaque contre la forteresse syrienne de Harim. Depuis l'Égypte, Saladin surveillait tout cela. Le sultan comprit qu'il était dans son intérêt d'éliminer cette nouvelle puissance à Jérusalem aussi rapidement que possible. À l'automne de l'an 1177, alors que la majeure partie des forces croisées menaient campagne au nord, en Syrie, Salah ad-Din en profita. Il rassembla toute la puissance de ses forces égyptiennes. L'armée du sultan était si grande que ses besoins en ravitaillement firent flamber les prix des denrées alimentaires en Égypte. Le chroniqueur Guillaume de Tyr affirme que Saladin aligna 26 000 cavaliers. Aujourd'hui, certains historiens estiment chez les forces de Saladin plus proches de 12 000 ou 15 000 hommes. Même avec un effectif de cette taille, l'armée musulmane était immense et capable de conquérir le royaume de Jérusalem. Le 18 novembre, le sultan franchit la frontière égyptienne pour entrer en territoire chrétien. Sachant que les forces croisées étaient tant réduites, Salah ad-Din avança tranquillement le long de la côte vers la Palestine, ravageant et brûlant les terres agricoles et ramassant du butin. Le grand maître Odon de Saint-Armand rassembla les chevaliers du Temple dans leur forteresse de Gaza, mais Salah ad-Din contourna la place forte des Templiers et se dirigea vers Ascalon, l'une des principales villes côtières de Jérusalem. Pendant ce temps, le roi Baudouin rassembla ses maigres troupes. Aux côtés du roi se trouvaient les principaux barons Baudouin de Ramla et Balian d'Ibelin, ainsi que Renaud de Châtillon. Les croisés avaient avec eux leur relique la plus précieuse, la vraie croix, censée être un morceau du bois même de la croix de Jésus, portée par l'évêque Albert de Bethléem. Au total, la cavalerie du jeune roi se composait d'environ 450 chevaliers et de quelques milliers d'infanterie. Le sultan s'approcha d'Ascalon le 24 novembre. Conscient de son infériorité numérique, Baudouin se retira derrière les murs de la ville. Désormais pleinement convaincu que Baudouin ne pouvait pas le défier, Saladin envoya des groupes de pillards en entrant dans la campagne. Certains contingents musulmans atteignirent les murs même de Jérusalem. La nouvelle des troupes maraudeuses du sultan sema la peur dans tout le royaume. À Jérusalem, les citoyens se cachèrent dans la tour de David, tandis que les habitants de Ramla abandonnèrent en soi leur ville pour se réfugier dans le port fortifié de Jaffa ou au château de Mirabel. Cependant, le roi Baudouin était résolu à s'opposer à Saladin. Il envoya un message pour convoquer les Templiers de Gaza. Bientôt, le grand maître Odon de Saint-Amand arriva devant Ascalon avec environ 80 chevaliers templiers. Renforcé par les Templiers, le roi Baudouin mena son armée hors d'Ascalon pour chercher la bataille. Ils ont longé la côte jusqu'à Iberlin, puis ont bifurqué vers l'intérieur. Le 25 novembre, le roi Baudouin et ses chevaliers avancèrent 20 ans vers l'ennemi. Saladin fut surpris d'apprendre que les chrétiens approchaient. Le sultan était en train de déplacer son armée à travers un ravin près du château de Manguizad, à quelques kilomètres au sud-est de Ramla. Aussitôt, Saladin ordonna de battre les tambours de guerre, le signal pour que ses troupes se rassemblent. Les troupes musulmanes se précipitèrent pour se mettre en ordre de combat. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir rapporte la scène. La chose suivante qu'ils surent, ce fut que les Francs étaient sur eux avec leurs bataillons et leurs champions.
Saladin n'avait qu'une partie de son armée car beaucoup de ses hommes s'étaient dispersés à la recherche de butin. Quand il vit les Francs, Saladin tint bon avec les hommes qu'il avait. Bien que le roi Baudouin ait effectivement réussi à surprendre Saladin, ce dernier eut le temps de mettre une bonne partie de son armée en position. Ibn Shaddad, l'un des plus proches serviteurs de Saladin et son biographe, nous raconte que le sultan lui-même lui expliqua plus tard la situation. Les musulmans s'étaient rangés pour la bataille, et lorsque l'ennemi s'approcha, pour certains de nos hommes décidèrent que l'aile droite devait passer à gauche, et la gauche vers le centre, afin que, lorsque la bataille commencerait, ils dansèrent dans leur dos une colline connue sous le nom de terre de Ramla. Pendant qu'ils étaient occupés à cette manœuvre, les Francs les chargèrent. Selon Guillaume de Tyr, Salah ad-Din est parvenu à atteindre un niveau de préparation au combat remarquable. Les forces ennemies, qui s'étaient aventurées à quelque distance pour chercher du butin, commencèrent à arriver de différentes directions, ce qui augmenta considérablement la force de Salah ad-Din. Guillaume de Tyr décrit ensuite le début de l'affrontement. Les rangs des combattants des deux côtés s'approchèrent alors progressivement les uns des autres, et une bataille s'ensuivit, d'abord indécise, mais les forces étaient très inégales et égales. Les chrétiens, cependant, fortifiés par la grâce qui leur était accordée d'en haut, commencèrent bientôt à avancer avec une audace toujours croissante. Les lignes de Saladin furent brisées et, après un terrible massacre, forcés de fuir. Comme le soulignent à la fois Guillaume et Ibn Shaddad, c'est la charge de la cavalerie chrétienne qui a brisé les lignes de Saladin. Un pèlerin présent lors de la bataille raconta plus tard au doyen de Londres l'attaque menée par le grand maître des Templiers, Odon de Saint-Armand. Il se lança dans la bataille avec ses hommes, fortifiés par le signe de la croix. Et prenant tous ensemble comme un seul homme, ils chargèrent, ne tournant ni à gauche ni à droite. Reconnaissant le bataillon depuis lequel Saladin commandait, ils s'en approchèrent vaillamment, le pénétrèrent immédiatement, ne cessant de renverser, disperser, frapper et écraser. Les Mamelouks, gardes du corps de Saladin, portant de la soie jaune sur leur cuirasse, furent presque tous tués. Le sultan lui-même faillit être tué par la charge des Templiers, mais il réussit à monter sur un chameau de course et à s'enfuir vers la sécurité avec seulement quelques compagnons. La bataille de Montgésar fut un grand triomphe pour le roi Baudouin IV. Les croisés poursuivirent l'ennemi en fuite, les massacrant jusqu'à un marécage voisin. La poursuite dura jusque dans la nuit. Les croisés traquèrent les restes de l'armée de Saladin sur des kilomètres. Guillaume de Tyr écrit que le roi retourna à Ascalon, où il attendit le retour de ses troupes qui avaient poursuivi les fugitifs par différentes routes. En 4 jours, ils étaient tous arrivés, chargés de butin, transportant des tentes et ramenant devant eux des esclaves, des troupeaux de chameaux et des chevaux. Ils vinrent, selon les paroles du prophète, comme des hommes qui se réjouissent lorsqu'ils se partagent le butin. Dans leur fuite vers la sécurité, les survivants musulmans abandonnèrent le bouti, des prisonniers et des armes. Le voyage de Salah ad-Din à travers le désert du Sinaï fut périlleux, les Bédouins le harcelant, lui et ses compagnons presque sans défense. La fuite fut particulièrement difficile, car de violentes tempêtes firent orage pendant 10 jours, poussant de nombreux fugitifs à se perdre pour être capturés par les croisés quelques jours plus tard. Guillaume de Tyr se souvient. Beaucoup, dans leur ignorance des lieux et pensant qu'ils étaient cependant sur le chemin du retour, se présentèrent dans nos villages, soit à des voyageurs cramant, soit à ceux qui les traquèrent. À son arrivée à la frontière égyptienne, Saladin envoya des messagers à dos de chameaux au Caire, assurant à tous les éventuels rebelles qu'il était vivant. Arrivé au Caire, il utilisa des pigeons voyageurs pour annoncer sa survie dans toute l'Égypte. Néanmoins, la défaite fut extrêmement humiliante pour le sultan, et son prestige fut entaché aux yeux de ses sujets comme de ses ennemis. Le roi Baudouin et ses hommes avaient remporté une grande victoire. Les pertes de Baudouin furent immenses, avec seulement environ 10% de ses forces ayant réussi à s'échapper. Ainsi, le royaume de Jérusalem fut sauvé. Qu'une petite armée de croisés et de templiers, menée par un lépreux de 16 ans, ait accompli tout cela est vraiment remarquable.
Mais Baudouin savait qu'il y aurait d'autres défis à venir de la part de Saladin. Le sultan avait perdu son armée, mais ses immenses ressources en Égypte et à Damas lui permettraient de se reconstruire rapidement. Pour se préparer, le roi commença en octobre 1178 à construire un nouveau château au gué de Jacob sur le Jourdain, entre le lac Ulai et la mer de Galilée. Dans ce projet, Baudouin collabora avec les chevaliers du Temple, qui possédaient déjà un important château à Safar et étaient souvent chargés de garder les positions frontalières vulnérables. Pendant un certain temps, le gué de Jacob était resté sans fortification, mais avec Saladin contrôlant Damas et les croisés incapables de reprendre Banias, Baudouin estimait que le site devait être protégé. Un château à cet emplacement gênerait une invasion de la Galilée et servirait de base pour lancer des raids vers Harran. Au printemps 1179, la muraille intérieure était élevée, mais l'extérieur restait à achever. La forteresse prévue serait l'une des plus puissantes de la région. Les travaux se déroulaient cependant que Saladin assiégeait l'émir rebelle Ibn al-Muqaddam à Baalbek, mais le sultan surveillait le projet avec inquiétude. Pour lui, le château était une menace intolérable pour son territoire. Il offrit au roi Baudouin 60 000 dinars pour détruire la structure, puis 100 000. Baudouin refusa les deux propositions. Saladin utilisa plutôt cet argent pour une solution militaire, envoyant des groupes de raids pour harceler le territoire autour du fort de Jacob. En mai 1179, le sultan lança une force pour tester les défenses du château. Mais la véritable confrontation eut lieu le 10 juin, lorsque l'armée de Saladin affronta une force franque à la bataille de Marj Ioun. La bataille eut lieu entre la rivière Léontès et le Haut-Jourdain, au nord-ouest de Banias. Saladin ouvrit la campagne en positionnant son armée à Banias. De là, il envoya des groupes de raids pour incendier les villages à l'est de Saïda. Baudouin rassembla son armée et marcha pour secourir le district menacé. Les chrétiens partirent de Tibériade en direction du château des Templiers de Safar, vers Touran, puis vers le flanc est de la plaine côtière surplombant Marj Ioun. De là, les croisés pouvaient dévoir les tentes de l'armée principale du sultan. Le roi, accompagné de ses commandants, décida de lancer une attaque immédiate, espérant prendre les musulmans par surprise. La cavalerie chrétienne avança devant leur infanterie, espérant lancer une charge décisive. Au début, c'est exactement ce qui s'est passé. L'armée de Baudouin surprit les détachements de Saladin alors qu'ils revenaient de piller les villages. Surpris, les cavaliers musulmans furent vite vaincus et s'enfuirent. Les Francs passèrent alors à la conclusion de la campagne. Une partie de l'armée chrétienne avança vers le camp du sultan, tandis que Raymond de Tripoli et les Templiers occupaient les Tonolel, les hauteurs entre Marj Ioun et la gorge du Litani. L'infanterie rassembla le butin et se reposa. Cependant, Salah ad-Din lança alors une attaque surprise habile. Rassemblant rapidement sa force principale, le sultan avança rapidement vers ses ennemis. Les croisés furent pris au dépourvu et sévèrement vaincus. Les Templiers étaient à l'avant-garde des combats, et beaucoup d'entre eux furent capturés ou tués, y compris leur grand maître Odon de Saint-Armand. Le roi Baudouin échappa de peu à la mort. Sa maladie l'empêchait de monter à cheval, et il dut être porté en lieu sûr par ses chevaliers. Beaucoup de croisés se réfugièrent au château de Beaufort. Cependant, les pertes chrétiennes furent énormes. Ce fut une victoire spectaculaire pour Saladin et un sérieux revers pour le roi lépreux. Le sultan put renflouer ses coffres en rançonnant ses prisonniers francs contre des sacs d'or, mais lorsque Saladin proposa un accord de rançon au grand maître des Templiers, Odon répondit sèchement « Oh, la seule rançon d'un Templier, c'est son poignard. » Saladin envoya le Templier défiant finir ses jours dans une prison de Damas. Le 24 août, Saladin lança une attaque totale contre le château du gué de Jacob. En 5 jours, il l'avait conquis. Ses hommes vivants massacrèrent bandonniers beaucoup de ceux qu'ils trouvèrent introuvés à l'intérieur, qu'ils soient combattants ou non combattants. Les survivants furent vendus comme esclaves. Quand tout fut terminé, il ne restait plus qu'une ruine fumante à l'emplacement du splendide château du roi Baudouin.
Saladin avait infligé un sérieux revers aux défenses du royaume. Cependant, l'armée musulmane fut frappée par une épidémie de peste qui tua de nombreux soldats de Saladin, dont 10 de ses principaux émirs. Malgré tout, la campagne fut un franc succès pour le sultan. Il poursuivit en attaquant les terres agricoles autour de Tibériade, Tyr et Beyrouth afin de répandre la terreur et un sentiment d'insécurité dans tout le royaume. Baudouin IV fit preuve d'une détermination incroyable durant cette période difficile, mais les campagnes de 1179 eurent de lourdes conséquences sur sa santé. Alors qu'il combattait aux côtés de ses hommes dans le terrain boueux et accidenté le long du Jourdain, l'état du roi se détériora et à la fin de l'année, sa lèpre avait beaucoup progressé. Baudouin se sentait proche de la mort et prit des mesures pour sécuriser son royaume, même alors que son grand ennemi Saladin devenait de plus en plus puissant. La destruction du château du Gué de Jacob fut un coup dur, mais au début de l'an 1180, la santé du roi Baudouin IV était une préoccupation plus grande. La lèpre du roi avait progressé, ses handicaps s'étaient multipliés. N'ayant que 19 ans, il sentait la mort approcher et voulait assurer l'avenir de son royaume. Pour cela, Baudouin chercha un époux convenable pour sa sœur et héritière, la princesse Sibylle. Jusqu'à présent, il n'avait pas réussi, même après avoir proposé à de nombreux grands nobles en France. Cependant, Sibylle elle-même appréciait un jeune chevalier poitevin déjà présent à la cour, Guy de Lusignan. Guy n'était pas sans relation. Son frère aîné, Émaury, futur connétable de Jérusalem, était un proche allié d'Agnès, mère du roi Baudouin. Agnès a suggéré Guy comme prétendant pour la princesse. Des années de négociations avec les principales maisons nobles de France n'avaient produit aucun mari, mais Guy était déjà à Jérusalem et venait d'une lignée fière de croisés engagés. Il était jeune, en bonne santé et un chevalier galant, et de plus, Sibylle était déjà séduite par lui. Baudouin faisait confiance à sa mère et suivit ses conseils. Guillaume de Tyr désapprouvait le mariage. Il écrit « Mais sans vouloir considérer que trop de précipitation gâte tout, le roi, pour des raisons qui lui sont propres, maria soudainement sa sœur à un jeune homme d'assez bon rang, Guy de Lusignan, fils de Hugues le Brun du diocèse de Poitiers. » La décision de Baudouin de marier sa sœur à Guy a surpris de nombreux membres de la haute cour. Cependant, trouver un prétendant pour Sibylle était difficile car elle avait déjà un fils de 3 ans, le prince Baudouin, prochain dans l'ordre de succession au trône. Quiconque épousait Sibylle devait accepter que ses propres enfants auraient un peu de chance d'hériter du royaume. Mais ce n'était pas une décision précipitée de Baudouin. Le roi lépreux avait des informations fiables selon lesquelles Raymond III de Tripoli et Bohémond III d'Antioche conspiraient pour s'emparer du pouvoir à Jérusalem. Par ce moyen, Raymond et Bohémond prévoyaient de marier Sibylle à un époux de leur choix. De plus, le père de Guy était un vassal d'Henri II, le roi angevin d'Angleterre. Baudouin lui-même descendait des Angevins, et le roi Henri devenait rapidement le souverain le plus puissant de l'Occident. En choisissant un mari pour Sibylle issu du camp angevin, Baudouin espérait accroître l'implication d'Henri II dans le royaume croisé. L'idée répandue aujourd'hui selon laquelle Sibylle était une jeune fille naïve amoureuse, Guy un nouveau venu maladroit, et Baudouin un roi malade trompé par sa mère manipulatrice ne résiste pas à l'examen historique. La décision de Baudouin révèle une profonde réflexion. Sa sœur Sibylle avait été éduquée pour gouverner, et le frère de Guy, Amaury, avait été un serviteur efficace et utile de la couronne. Néanmoins, Baudouin finirait par regretter son choix de beau-frère. Avant 1180, il n'existait aucune division sérieuse au sein du royaume. Cependant, la conspiration de Raymond et Bohémond, suivie du mariage de Sibylle et de Guy, a solidifié une ligne de fracture au sein de l'élite dirigeante du royaume. D'un côté se trouvaient le roi Baudouin, sa mère, son oncle Jocelyn, Sibylle et Guy, ainsi que Renaud de Châtillon, formant essentiellement une faction de la famille maternelle du roi. De l'autre côté se trouvait Bohémond III Raymond,
3 la famille Ibelin et la reine douairière Maria Comnène, représentant la parenté paternelle du roi. Le roi Baudouin était pleinement conscient de cette division et savait qu'elle menaçait l'existence même de son royaume. Il était résolu à rester en poste jusqu'à la résolution de cette division. À la fin du printemps 1180, le roi Baudouin tenta de conclure une trêve de 2 ans avec Saladin. Saladin était heureux d'accepter car les Turcs seldjoukides, dirigés par le sultan Kilij Arslan II, prenaient de l'ampleur et Saladin voulait contenir cette puissance. Saladin était également désireux d'éviter d'attirer l'intervention de l'empereur byzantin Manuel. Pendant ce temps, Baudouin œuvrait à stabiliser la situation dans son royaume. Pour empêcher ses rivaux de progresser, sa jeune sœur Isabelle, en tant qu'héritière alternative à Sibylle et Guy, le roi fiança Isabelle à Humphrey, IV de Thoron, fils de 15 ans du défunt connétable, en octobre 1180. Le mariage ne pouvait avoir lieu qu'une fois Isabelle âgée de 12 ans, et la petite princesse fut donc envoyée vivre à la forteresse frontière de Quérac avec sa future belle-mère Stéphanie de Milly, épouse de Renaud de Châtillon. Ici, Isabelle serait en sécurité sous le contrôle de la faction du roi. C'est également à cette époque que le nouveau grand maître des Templiers arriva à Jérusalem. Il s'agissait d'Arnold de Torroja, un vétéran catalan des croisades en Espagne. Arnold avait été le candidat du pape Alexandre III qui se préoccupait de la Terre Sainte et voulait un homme indépendant mais expérimenté à la tête des Templiers. C'est également à cette époque que l'empereur byzantin Manuel est mort. Guillaume de Tyr écrit « Manuel, l'illustre empereur de Constantinople, de mémoire immortelle, le plus généreux de tous les princes de la latinité, a déposé le fardeau de la chair et a rendu son âme au ciel. Sa mémoire sera toujours bénie par toute l'assemblée des saints en raison de ses aumônes et de ses libéralités. » Baudouin continua de travailler à renforcer son royaume. Tout au long de l'an 1181, il associa Sibylle et Guy à ses édits de royaux, affirmant ainsi leur statut d'héritier du trône. Pendant ce temps, alors que la trêve avec Saladin touchait à sa fin, la haute cour chercha à apaiser les divisions entre le roi Baudouin et le comte Raymond III. Le roi accepta cela à condition que Raymond se réconcilie avec Guy de Lusignan. Le comte donna son assentiment à ces conditions, et Guy et Raymond commencèrent à siéger ensemble lors des réunions de la haute cour. Le factionnalisme dangereux semblait guéri, tandis que Baudouin, malgré sa maladie, continuait à gouverner efficacement le royaume. Cependant, Guy de Lusignan restait impopulaire auprès de nombreux nobles de haut rang du royaume. La trêve avec Saladin prendrait fin en mai 1182. Depuis 2 ans, Saladin s'était principalement consacré à contenir les Seldjoukides ainsi qu'à renforcer la puissance de sa marine, qui comptait désormais une 30aine à une 40aine de galères de guerre. En novembre 1181, As-Salir, le Zengide prince d'Alep, tomba malade. Avant de mourir en décembre, il désigna comme héritier son cousin Izz al-Din de Mossoul, espérant que les pouvoirs réunis d'Alep et de Mossoul empêcheraient Saladin d'éroder davantage le territoire Zengide. Al-Atir consigne la mort du prince. Lorsqu'il eut perdu tout espoir, il convoqua les émirs et toutes les troupes et leur ordonna de remettre Alep à son cousin Izz al-Din et leur fit jurer de le faire. Il a dit: « Vous savez que Salah ad-Din a pris toute la Syrie, sauf ce que je détiens. Si Salah ad-Din conquiert Alep, il ne restera plus aucun endroit pour que notre famille lui résiste. Mais si je donne la ville à Izz ad-Din, il pourra la conserver grâce à ses grandes armées et à ses terres. » En apprenant qu'As-Salir était mourant, Salah ad-Din, qui se trouvait alors en Égypte, ordonna à son neveu Farrukh Shah, le gouverneur de Damas, de partir avec son armée et d'empêcher Izz ad-Din de prendre le pouvoir à Alep. Cependant, Renaud de Châtillon observait également avec intérêt l'évolution de la situation à Alep. Pour contrecarrer les plans de Salah ad-Din, Renaud mena un raid depuis la Transjordanie dans le désert d'Arabie, pillant les terres et attaquant les caravanes.
Farouk Shah n'eut d'autre choix que de mener ses troupes contre Renaud, qui se retira devant l'avancée de l'armée de Damas. Ibn al-Athir a consigné son impression de ces événements. Le prince Renaud, seigneur de Kirak, l'un des Francs les plus diaboliques et le plus hostile aux musulmans, s'était préparé pour une campagne, avait rassemblé ses troupes et tout ce qu'il pouvait réunir et avait décidé de marcher par voie terrestre jusqu'à Tariq, puis de là jusqu'à Médine, la ville du prophète. Qu'Allah le bénisse et lui accorde la paix, afin de prendre le contrôle de ces régions augustes. Le raid de Renaud a empêché Farouk Shah d'exécuter les ordres de Saladin d'occuper Alep, permettant ainsi à Izz ad-Din de Mossoul de marcher sur Alep et d'y prendre sa position de souverain sans incident. Il est indéniable qu'il s'agissait d'un revers majeur pour Saladin, qui a perdu l'occasion de s'emparer de son prix le plus convoité en Syrie. Les raids de Renaud ont semé la terreur sur la route des pèlerins entre la Mecque et Damas et ont permis au seigneur de Kérak d'intercepter les communications de Saladin depuis l'Égypte. Ibn al-Athir avait sûrement tort de penser que Renaud avait l'intention de conquérir ces régions. Une telle conquête aurait largement dépassé les ressources du seigneur de la frontière, et Renaud n'emmena avec lui qu'une petite force de cavalerie. En réalité, le raid de Renaud visait plutôt à avoir un impact psychologique. Renaud voulait montrer que Saladin ne pouvait pas protéger les routes des pèlerins, et il voulait aussi saper l'affirmation du sultan selon laquelle il était le champion de l'islam. C'était d'autant plus embarrassant pour Saladin qu'il était en pleine guerre prolongée pour détruire l'une des grandes puissances musulmanes de Syrie, les Zengides, la famille de Nour ed-Din, qui avait été un champion incontesté dans la lutte contre les croisés. Les activités de Renaud révèlent sa compréhension de la situation politique en Syrie musulmane. Il tentait d'affaiblir Saladin en le discréditant auprès des musulmans. Cependant, le raid de Renaud avait eu lieu alors que la trêve entre Saladin et le royaume de Jérusalem était encore en vigueur. Bien sûr, Saladin lui-même était en train d'interférer avec le transfert légal du pouvoir d'un prince zengide à un autre, et la préservation du règne zengide à Alep était vitale pour les intérêts des États croisés. Renaud affirmait que Saladin lui-même rompait la trêve. Il accusait le sultan de déplacer des troupes et des armes depuis l'Égypte. Saladin se plaignit au roi Baudouin du raid de Renaud. Baudouin reconnut la rupture de la trêve. Cela a souvent été considéré comme une preuve que Renaud agissait en seigneur renégat, mais récemment, des historiens comme Bernard Hamilton ont réévalué la situation, affirmant que Renaud n'aurait pas pu agir ainsi sans l'approbation de Baudouin. En effet, le raid de Renaud était conforme à la politique de Baudouin, visant à empêcher Saladin de prendre le contrôle d'Alep. Bernard Hamilton écrit « En réalité, Saladin lui-même ne souhaitait pas renouveler la trêve. Au printemps de 1182, alors que la trêve était encore en vigueur, un navire chrétien venant d'Apulie fit naufrage près de Damiette, et il s'empara de la cargaison et emprisonna les 1676 passagers. Les deux parties admettaient que la trêve était temporaire. Saladin avait depuis longtemps fait savoir son intention de détruire le royaume croisé. En effet, il affirmait au calife abbasside que la justification de ses campagnes contre les Zengides était d'unir l'islam sous sa bannière pour la guerre finale visant à éliminer les croisés. Saladin décida de retourner à Damas pour sécuriser ses communications avec l'Égypte et lancer une campagne contre Jérusalem. Le 11 mai, le sultan quitta le Caire avec son armée. En réponse, Baudouin rassembla ses troupes à Jérusalem. Renaud soutenait que l'armée chrétienne devait marcher sur Kérak pour bloquer l'avancée de Saladin. Le roi Baudouin accepta. Alors que le roi lépreux menait ses troupes en Transjordanie, Saladin attaqua le territoire autour de la forteresse frontalière de Montréal. Puis le sultan marcha sur Kérak. Ici, l'armée chrétienne protégeait les champs de blé et refusa de livrer bataille. Saladin décida lui aussi qu'il préférait ne pas risquer une bataille et se retira dans son château d'Al-Azhar dans le désert syrien. Le 22 juin, Saladin était de retour à Damas où il reçut d'importantes nouvelles de Constantinople. Un noble byzantin nommé Andronikos Komnenos avait mené une révolte dans la capitale, qui avait abouti au massacre massif des habitants francs de la ville.
L'émeute à Constantinople avait été si brutale que l'hôpital de Saint-Jean fut pillé et que les malades furent assassinés. Andronikos fit ensuite assassiner les derniers membres de la famille royale qui éprouvaient encore de la sympathie pour les États croisés, y compris la veuve de l'empereur Manuel, Maria, qui était elle-même franque. Andronikos adopta alors une politique strictement hostile au royaume de Jérusalem. Guillaume de Tyr écrit « Cet Andronikos, cousin du défunt empereur, était un homme faux et mauvais, toujours déloyal envers l'Empire et toujours actif à semer les graines de la rébellion. » Saladin pouvait désormais lancer une invasion totale du royaume croisé sans craindre la moindre intervention des Byzantins. Le 13 juillet 1182, le sultan envoya une troupe pour assiéger le château franc de Bethsan, dans le sud de la Galilée. Le chroniqueur arabe Ibn al-Athir décrit l'action. Après que Saladin soit arrivé à Damas, il y resta quelques jours pour se reposer, lui et ses troupes. Puis il marcha en territoire franc et se dirigea vers Tibériade, dans les environs de laquelle il campa. Il dressa ses tentes à Ogwana, sur le Jourdain. Les Francs arrivèrent avec leur détachement et s'arrêtèrent à Tibériade. Saladin envoya Farouk Shah, son neveu, à Bethsan, qu'il prit par la force des armes et pilla complètement, tuant et réduisant en esclavage. Il balaya la vallée du Jourdain avec un raid de grande envergure, qui sema la mort et la captivité parmi les habitants. Baudouin rassembla l'armée chrétienne à Safaria et marcha au secours de Bethsan. Les croisés rencontrèrent dans l'armée de Saladin près de Le Forbel, au sud-est de la Galilée, le 15 juillet, le 8e anniversaire du couronnement de Baudouin. Guillaume de Tyr écrit « Là, ils virent les forces de Saladin s'étendre tout autour d'eux, en nombre bien supérieur à tout ce qu'ils avaient jamais connu auparavant. » En fait, les commandants les plus âgés déclarèrent qu'à aucun moment, depuis que les Latins étaient entrés en Syrie, ils n'avaient vu une telle puissance ennemie rassemblée. C'était le plein été, avec une chaleur intense. Le roi Baudouin, bien que très malade, commandait depuis sa selle. Les deux armées se sont affrontées lors de combats féroces. Les croisés étaient en infériorité numérique, avec seulement environ 700 cavaliers lourds. Guillaume de Tyr dit que dans cette bataille, seuls quelques-uns de nos chevaliers sont tombés, sur le point d'être reçus dans la compagnie des saints là-haut, mais beaucoup d'infanterie ont péri. Les pertes de l'ennemi furent bien plus importantes. Certains de leurs principaux chefs sont également tombés, une catastrophe qui a poussé l'ennemi à abandonner le champ de bataille dans la consternation. Saladin fut vaincu et se retira au-delà du Jourdain. Pour Baudouin, la bataille de Le Forblay ne fut pas une victoire aussi spectaculaire que celle de Montgisard, mais une fois de plus, la tentative de Saladin de détruire le royaume avait été déjouée, et une fois de plus, la résilience de Baudouin avait été cruciale. Le leadership de Baudouin était une force unificatrice essentielle, surtout que les tensions persistaient entre Raymond III et Guy de Lusignan. Saladin n'en avait pas encore fini. Après sa défaite à Forblay, Saladin organisa une attaque conjointe contre Beyrouth, la plus faible des villes portuaires croisées. Ibn al-Athir raconte l'événement. Depuis Damas, Saladin se rendit à Beyrouth et ravagea ses environs. Il avait ordonné à la flotte égyptienne de naviguer vers Beyrouth. Ils arrivèrent et l'assiégèrent, l'attaquant ainsi que sa région. Saladin arriva et les rejoignit, pillant ce que la flotte n'avait pas encore atteint. Il assiégea Beyrouth pendant plusieurs jours, ayant l'intention de la presser jusqu'à sa prise. Pendant ce temps, un détachement venu d'Égypte, dirigé par le frère de Saladin, Al-Adil, attaqua les terres méridionales du royaume chrétien, pillant les environs de Gaza et d'Ascalon. Le roi Baudouin IV apprit la nouvelle menace, gardant son sang-froid. Il comprit que le sultan cherchait à le pousser à diviser son armée. Baudouin décida de protéger Beyrouth, tandis qu'il n'intervint pas dans le sud, car les groupes de raids égyptiens de Baudouin ne pouvaient pas accomplir grand-chose dans cette région. Baudouin établit Tyr comme base d'opération pour son armée. Les ports d'Acre et de Tyr étaient remplis de réfugiés italiens ayant fui le massacre des Latins à Constantinople plus tôt dans l'année, et Baudouin recruta de nombreux navires italiens pour participer au combat.
Pendant ce temps, la garnison de Beyrouth se battait vaillamment. Lorsque Baudouin fit savoir qu'il arrivait avec son armée, Saladin leva le siège et se retira. Saladin n'avait pas réussi à prendre Beyrouth, mais son attaque avait infligé de sérieux dégâts aux ressources économiques du royaume croisé. Le sultan se rendit dans le nord de la Syrie à la fin de l'été pour mener campagne contre les Zengides. Cependant, les croisés étaient vite alarmés car Saladin ne prit même pas la peine de conclure une trêve avec eux. Cela était dû à la situation changée à Constantinople. Sans l'aide byzantine, les Francs ne pouvaient pas espérer lancer une grande invasion de l'Égypte, Saladin le savait. En septembre, Saladin a franchi l'Euphrate pour pénétrer en territoire zengide. Il a conquis Harran, Édesse, Raqqa et Nizibin. Le 10 novembre, il était déjà aux abords de Mossoul. Cet été-là, les Zengides avaient conclu une alliance avec le roi Baudouin IV et, au nom de ses alliés musulmans, le roi lépreux marcha pour piller les terres de Salah ad-Din autour de Damas. Il était accompagné du comte Raymond, 3 signes de l'harmonie croissante au sein du camp croisé. Les garnisons locales de Salah ad-Din ne purent résister et les Francs purent main brûler les terres agricoles et les villages à leur guise. Comme l'année précédente, la politique franque était d'empêcher Salah ad-Din d'étendre son pouvoir dans le nord de la Syrie. En décembre, Salah ad-Din assiégeait toujours Mossoul, et le roi ainsi que le comte Raymond menèrent des raids conjoints sur les terres de Salah ad-Din. Raymond attaqua le territoire autour de Bosra, et Baudouin pilla près de Damas. Aucun de ces raids ne constitua une expédition majeure, mais ils maintinrent la pression sur Salah ad-Din, alors qu'il était absent et fortement engagé contre Mossoul. De plus, ces raids fournirent des renseignements. Les croisés purent tant confirmer qu'aucune nouvelle force ayoubide n'avait été amenée à Damas depuis septembre. Tout cela prend sens à la lumière des actions que Renaud de Châtillon s'apprêtait à entreprendre, qui allaient n'y rester comme l'un des gestes les plus audacieux de la longue guerre entre Salah ad-Din et le roi lépreux. Dès le début de son règne, Baudouin IV s'efforça d'empêcher son voisin et ennemi, le sultan Salah ad-Din, de conquérir Jérusalem et d'étendre son pouvoir en Syrie du Nord. En 1183, Baudouin avait accompli cette tâche. Malgré les ressources immenses de Salah ad-Din, le sultan n'avait pas réussi à conquérir le royaume croisé et avait échoué à prendre le contrôle des villes les plus importantes de ses principaux rivaux musulmans, les Zengides. À présent, Salah ad-Din tentait de nouveau de briser la puissance des Zengides à Alep et à Mossoul. Baudouin s'était allié à la dynastie musulmane des Zengides pour contrer les ambitions de Salah ad-Din. Durant l'hiver de 1182, Salah ad-Din soumit de nombreuses forteresses entre Mossoul et Alep, divisant ainsi effectivement les deux grandes villes Zengides. Pendant ce temps, Renaud de Châtillon, vassal de Baudouin, prit une initiative audacieuse pour perturber la politique de Salah ad-Din. Dans son château du désert de Kérak, les hommes de Renaud construisirent une flotte de 5 navires de guerre en section. C'était une entreprise coûteuse, nécessitant des charpentiers de marine qualifiés des villes côtières. Le roi Baudouin était sûrement au courant de ce projet et a dû aider à le financer. Les troupes de Renaud ont transporté les navires sur le dos de chameaux à travers le désert jusqu'au golfe d'Aqaba. Là, les navires furent assemblés et lancés sur la mer Rouge où aucun navire chrétien ne s'était aventuré depuis la conquête musulmane de l'Égypte 5 siècles plus tôt. La mer Rouge était réputée dangereuse et Renaud employa des pilotes arabes qui connaissaient bien ces eaux. Chaque galère contenait des groupes de combattants. Il n'y avait aucun navire de guerre musulman dans la région et les villes côtières n'avaient pas de murailles. C'était une région que Saladin n'aurait jamais imaginé pouvoir être attaquée, et c'est précisément pour cette raison que Renaud l'a choisi. 2 des navires de Renaud ont bloqué le château de l'île du Pharaon dans le golfe d'Aqaba. Renaud lui-même ne participa pas à la campagne navale, mais il bloqua le port d'Eilat avec ses forces terrestres. Les 3 autres navires de guerre ont croisé en mer Rouge et ont ravagé plus d'une douzaine de navires marchands musulmans. Puis ils ont pillé Idahab, rempli de pèlerins se rendant à la Mecque. Enfin, ils ont frappé à l'intérieur des terres et capturé une caravane, massacrant tous ses membres. La flotte a ensuite traversé la mer Rouge et a poursuivi son règne de terreur. À la Mecque, les gens ont paniqué, car les pirates semblèrent se diriger vers la Mecque elle-même. Le régime de Salah ad-Din a bien géré la situation. Al-Adil, le frère du sultan, a dépêché des navires de guerre égyptiens en mer Rouge.
Renaud s'est retiré avec les forces terrestres vers la Transjordanie, tandis que certains membres d'équipage des navires chrétiens ont fui. Les Ayyoubides ont détruit les navires de Renaud et capturé de nombreux soldats. Saladin a ordonné que tous ces prisonniers soient exhibés dans les villes d'Égypte puis décapités. L'historien André Ehrenkreutz écrit que la défaite rapide de la campagne de Renaud par Saladin a autant contribué que tout autre événement à renforcer la réputation de Saladin en tant que défenseur de l'islam contre les infidèles. Cependant, cette opinion n'était pas unanime dans le monde musulman. Pour certains, c'est la longue guerre de Saladin contre les Zengides qui était responsable d'avoir permis à ce raid choquant de se produire. Durant cette période, Saladin est resté chez les Zengides, menant campagne contre Izz ad-Din, souverain de Mossoul. Saladin espérait obtenir l'approbation du calife abbasside dans sa guerre contre les Zengides. Mais le calife al-Nasir envoya un messager à Mossoul demandant à Saladin de cesser ses attaques contre la ville. Saladin mit fin à son invasion en février 1183. Pour l'instant, Alep et Mossoul restaient hors de portée de Saladin. L'historien Bernard Hamilton affirme que Renaud avait démontré que les Ayyoubides ne pouvaient pas protéger le Hajj à cause des ambitions politiques de Saladin en Syrie du Nord et en Irak. Dans certains cercles du monde musulman, cela a nui à l'image publique du sultan. Pendant des années, les Zengides eux-mêmes s'étaient plaints que Saladin menait une guerre injuste contre leur légitime autorité dans le nord de la Syrie et en Irak. Les événements de 1182 avaient durement éprouvé les ressources du royaume croisé de Jérusalem. Lorsque le roi réunit la haute cour en février 1183, il fut convenu qu'un impôt général serait levé pour renforcer les défenses du royaume. Pendant ce temps, le chroniqueur Guillaume de Tyr rapporte que la lèpre du roi était pire que jamais. Le roi perdit la vue et les extrémités de son corps devinrent complètement malades et endommagées, si bien qu'il ne pouvait plus utiliser ses mains ni ses pieds. Pourtant, bien que certaines personnes lui aient suggéré d'abdiquer et de mener une vie retirée, il refusa de céder ni la fonction royale, ni le gouvernement du royaume, car bien que son corps fût faible et impuissant, il était fort d'esprit et fit un effort surhumain pour dissimuler sa maladie et assumer les charges de la royauté. En mai, Salah ad-Din reprit sa campagne contre les Zengides. Ces récentes conquêtes avaient isolé Alep de Mossoul et ainsi le sultan put complètement assiéger Alep. Le frère d'Izz ad-Din de Mossoul, Imad ad-Din, qui gouvernait Alep au nom des Zengides, n'avait guère d'autre choix que de rester assis et de regarder sa ville mourir de faim. Il conclut plutôt un accord avec Salah ad-Din, se rendant en échange du fief de Sinjar. Ibn al-Athir relate la déception des Zengides. Ahmad-Din a abandonné une forteresse comme Alep et a reçu en échange quelques villages et champs. Il est parti et Salah ad-Din s'en est emparé. Tout le monde a été stupéfait par cela et a condamné ce qu'il avait fait. En effet, certains gens du peuple d'Alep ont apporté une bassine d'eau et ont crié « Tu n'es pas digne de régner. Tu n'es bon qu'à laver des vêtements ?» Le 12 juin 1183, les forces de Saladin ont pris le contrôle d'Alep. Enfin, le sultan avait brisé cette grande forteresse des Zengides. C'était un moment de triomphe profond, élargissant l'empire déjà puissant de Saladin. Alors que le sultan entrait à cheval dans Alep, cela devait être un moment d'exaltation pure. La nouvelle de la conquête d'Alep par Saladin s'abattit sur le royaume de Jérusalem comme un nuage noir. Mais Baudouin et ses sujets eurent peu de temps pour s'attarder sur la question, car ils apprirent bientôt que Saladin, tout juste auréolé de son triomphe, rassemblait de nouveau son armée pour une autre invasion du royaume croisé. Le roi convoqua l'armée à Séphoris. Raymond III de Tripoli et Bauman III d'Antioche envoyèrent tous deux des chevaliers, et les fonds des impôts servirent à payer des mercenaires pour grossir les rangs. L'armée franque comptait au total environ 1300 cavaliers et 15 000 fantassins, mais le roi Baudouin se sentait si mal qu'il ne put rejoindre l'armée. Sa mère veillait sur lui à Nazareth et il restait alité, fiévreux. Tous pensaient qu'il allait bientôt mourir. Avec Saladin à l'apogée de sa puissance, s'approchant avec son armée, la situation était alarmante. Le roi Baudouin a désigné un régent pour gouverner en son nom. Guillaume de Tyr rapporte: Le roi nomma Guy de Lusignan régent du royaume, ordonnant à tous ses vassaux et à tous les princes en général de devenir ses hommes liges et de lui prêter hommage, et cela fut fait.
Mais d'abord, sur ordre du roi, Guy dut jurer que, du vivant de Baudouin, il ne chercherait jamais à se faire roi et qu'il ne donnerait à personne ni n'aliénerait du trésor royal aucun des châteaux citoyens que le roi possédait actuellement. Guillaume de Tyr affirme que ces conditions furent imposées parce qu'il y avait des rumeurs selon lesquelles Guy avait promis des parties du domaine royal à ses partisans. Guillaume avait une piètre opinion de Guy, écrivant « Il était inégal en force et en sagesse face au lourd fardeau qu'il avait assumé. » Guy de Lusignan était désormais commandant en chef de l'armée. Il était impératif qu'il relève le défi de l'invasion de Saladin. Une victoire militaire ferait taire ses opposants et consoliderait sa position en tant qu'héritier de Baudouin. Mais Guy manquait d'expérience. Jusqu'à présent, il n'avait même pas mené de raid à grande échelle. En septembre, l'armée de Saladin s'est rassemblée juste au sud de Damas en préparation pour envahir le royaume chrétien. Saladin a traversé le Jourdain le 29 septembre et a marché jusqu'à Bethsan, dont les habitants se sont enfuis à Tibériade. Pendant ce temps, l'armée franque s'est dirigée vers Lefebvre. L'armée de Saladin surpassait largement en nombre les forces des croisés. Le sultan a envoyé une avant-garde de cavalerie d'environ 500 hommes pour harceler les croisés en marche. Les Francs ont maintenu un ordre impeccable, la cavalerie marchant au centre, protégée par l'infanterie blindée munie de grands boucliers. L'avant-garde du sultan n'a pas réussi à pousser les chrétiens à charger prématurément. Alors que les croisés s'approchèrent de l'armée de Saladin, une escarmouche mineure éclata entre les cavaliers ayyoubides et les chevaliers d'Amri de Lusignan. Amri reçut le soutien des frères Ibalan, Baudouin et Balian, et ensemble ils repoussèrent la cavalerie de Saladin. Pendant 9 jours, de telles escarmouches éclatèrent entre les deux camps. Par moments, les combats devinrent féroces et il y eut des pertes dans les deux camps. Le sultan envoya des cavaliers piller les environs de Fort Bell. Salah ad-Din tenta de provoquer les chrétiens au combat, mais il tenait une position ferme et défendable. Le 7 octobre, le sultan marcha vers le mont Tabor, essayant à nouveau de pousser les croisés à le suivre, mais ils refusèrent. En manque de vivres, Salah ad-Din choisit la retraite. Il franchit le Jourdain et revint à Damas le 14 octobre. Les Francs retournèrent alors à Séphoris, où ils restèrent rassemblés pendant quelques jours, craignant que le sultan ne revienne pour une autre attaque. L'armée croisée a fait preuve d'une bonne stratégie. L'immense armée de Saladin avait envahi la Galilée avec peu de succès, repoussée par une armée franque cohésive qui n'a subi aucune perte significative. Contre toute attente, le roi Baudouin se remit de sa fièvre. Il n'était pas satisfait de l'issue de l'affrontement de Guy avec Saladin. Guillaume de Tyr affirme que le roi pensait que Guy avait mené la campagne de façon incompétente. Baudouin a retiré à Guy son pouvoir de régent et a repris lui-même les pleins pouvoirs. Baudouin semble avoir cru que Guy avait perdu une occasion clé d'infliger une défaite décisive à Saladin. Ce n'était pas une simple escarmouche frontalière. L'armée du royaume, entièrement mobilisée à grands frais, était bien positionnée pour affronter directement celle du sultan. Beaucoup des principaux nobles pensaient que Saladin avait été imprudent et que, comme à Montgissar, il s'était exposé à un désastre. Peut-être que si une attaque décisive avait été tentée, l'armée de Saladin aurait pu être anéantie. Tout le monde n'était pas d'accord. Certains membres de la haute cour pensaient que Saladin était trop bien positionné et qu'une attaque contre lui serait désastreuse. Mais le roi ne partageait pas cet avis. Baudouin perdit toute confiance en Guy pour ne pas avoir attaqué Saladin. C'est frappant étant donné l'image populaire créée par le film Kingdom of Heaven qui dépeint le contraire. Baudouin craignait que Guy ne déclenche une guerre avec les musulmans. Pour consolider sa nouvelle politique, Baudouin fit couronner son neveu de 5 ans, fils de Sibylle, à ses côtés dans l'église du Saint-Sépulcre le 20 novembre 1183 comme roi Baudouin V de Jérusalem. Dans cette démarche, Baudouin fut soutenu par la haute cour avec Bohémond III Baudouin et Balian d'Ibelin, tous en accord avec la décision. Baudouin prit alors des mesures pour isoler Guy avec pour objectif probable de le chasser du royaume. Le roi lépreux demanda au patriarche de Jérusalem d'examiner le mariage entre Sibylle et Guy et d'espérer pouvoir l'annuler. Mais des affaires plus urgentes apparurent. Saladin assembla de nouveau son armée et lança une autre invasion, cette fois en visant la forteresse frontalière de Kérak. Baudouin reconnut l'ampleur de cette menace. Maintenant aveugle et infirme, le roi menait toujours ses hommes.
Incapable de monter à cheval, il était porté en litière devant ses troupes en marche. Saladin voulait Carac. Le château avait été une épine dans son pied depuis qu'il avait capturé Damas, mais Carac n'était pas une conquête facile. Le château était immense et incorporait les caractéristiques les plus sophistiquées des fortifications franques. Même aujourd'hui, les ruines de Carac offrent un spectacle imposant. Saladin rassembla une grande armée syrienne pour attaquer le château. Ibn al-Athir raconte la campagne. Saladin arriva à Kérak pendant le mois de Rajab, où il fut rejoint par son frère Al-Adil avec l'armée égyptienne. Son armée réunie était nombreuse et il imposa un blocus strict. Les musulmans pénétrèrent dans la banlieue et en prirent le contrôle, poursuivant le siège de la forteresse depuis la banlieue et prenant l'avantage dans la bataille. 7 trébuchets furent installés, lançant des pierres jour et nuit. L'armée chrétienne avança vers Carac, la relique de la vraie croix du Christ portée devant eux. Au moment où ils atteignirent la mer Morte, le roi Baudouin était gravement malade et confia le commandement à Raymond III de Tripoli. Le 4 décembre, Saladin apprit l'approche de l'armée croisée et, après un siège d'1 mois, décida de battre en retraite. Guy était avec l'armée de secours, mais dès que la campagne de Carac prit fin, il s'enfuit à Ascalon, envoyant un message à Sibylle pour qu'elle le rejoigne. Guy craignait qu'une fois Baudouin revenu à Jérusalem, il n'autoriserait plus jamais Sibylle à le revoir. Sibylle rejoignit fidèlement son mari à Ascalon. Le roi convoqua Guy à une entrevue personnelle. Guy refusa, prétextant une maladie, ce qui parut ironique à Baudouin. Le roi Baudouin se rendit à Ascalon, exigeant d'y entrer. Guy ne voulut pas ouvrir la porte. Baudouin se fit porter sur sa litière jusqu'à la porte et frappa lui-même à la porte. Le but de ce geste, auquel assistèrent de nombreux habitants de la ville postés sur les remparts, était de mettre en évidence la désobéissance de Guy et de justifier le roi de priver Guy de son fief. Baudouin se rendit à Jaffa, où la garnison lui ouvrit la porte, sans hésiter. Le roi remplaça la garnison de Guy par son propre gouverneur. Baudouin alla à Acre et convoqua la haute cour. Il proposa officiellement de déposséder Guy en tant que vassal récalcitrant. En juin 1184, Baudouin envoya les maîtres du temple et de l'hôpital, ainsi que le patriarche Héraclius de Jérusalem, en mission en Occident pour demander l'aide d'une nouvelle croisade contre Saladin. La mission devait se focaliser sur le roi Henri II d'Angleterre, un parent de Baudouin. Baudouin espérait susciter un sentiment de devoir chez le puissant roi anglais, qui était immensément riche et régnait sur la moitié de la France. Henri avait déjà beaucoup contribué financièrement au royaume de Jérusalem, mais Baudouin voulait que son cousin royal vienne lui-même au secours de la Terre Sainte. En août, Saladin assiégeait de nouveau Carac. Baudouin était incapable de se lever de son lit, mais il dirigea tout de même l'armée, transportée sur une civière pendant toute la marche éprouvante. Défendu par Renaud de Châtillon, Carac tenait bon. Le chroniqueur Ibn al-Athir relate le siège et les événements qui ont suivi. Les Francs partirent de nuit vers Carac, et lorsque Saladin l'apprit, il comprit qu'il n'allait pas prendre le dessus cette fois-ci, ni atteindre aucun objectif. Il se rendit à Naplouse et pilla toutes les terres sur son passage. Arrivé à Naplouse, il y mit le feu, la détruisit et la saccagea. Il tua, captura et asservit de nombreuses personnes. Salah ad-Din retourna à Damas. Le roi lépreux supervisa la restauration des douves de Carac et accorda à Rénal de Châtillon une importante subvention pour réparer le mur extérieur endommagé. À cette époque, Guy s'obstinait encore à tenir Ashkelon. Malgré son impopularité, il avait quelques partisans à la haute cour qui plaidaient dans sa faveur et tentaient d'empêcher le roi de le priver complètement de son fief. Puis, le 6 octobre 1184, Guy de Lusignan lança un raid depuis Ashkelon, attaquant des Bédouins près du fief royal de Daroum, à la lisière du désert du Sinaï. Ces Bédouins étaient sous la protection du royaume et le raid fut un acte de vengeance en réponse aux démarches de Baudouin pour faire priver Guy de son fief. Le roi était furieux. Les Bédouins étaient de solides alliés du royaume qui espionnaient Saladin et fournissaient des renseignements cruciaux aux croisés. La stupidité du raid de Guy n'a fait que souligner son inaptitude au trône. À la fin de l'année 1184, la santé de Baudouin se détériora rapidement.
Au début de l'année 1185, il était évident qu'il était en train de mourir. La haute cour s'assembla autour de son lit pendant que le roi dictait son testament final. Le chroniqueur Ernul décrit la scène. Les membres de la haute cour dirent « Nous ne souhaitons pas que, lorsque l'enfant aura été couronné, son beau-père, Guy de Lusignan, soit régent, car nous savons qu'il n'aurait ni la connaissance, ni la capacité de gouverner le royaume. » Alors le roi dit « Décidez entre vous qui je dois nommer comme régent pour l'enfant. » Ils décidèrent que le comte de Tripoli était le meilleur gouvernant. Alors le roi fit venir le comte et lui demanda d'agir en tant que régent du royaume et de l'enfant roi pendant 10 ans, jusqu'à ce que l'enfant atteigne sa majorité. En sa présence, Baudouin fit prêter hommage par la haute cour devant le petit roi Baudouin V et le comte de Tripoli. Raymond III fut régent de Baudouin IV. À présent, il serait de nouveau régent. La haute cour imposa certaines limites à Tripoli, comme donner aux Templiers et aux Hospitaliers le contrôle des châteaux du royaume pendant la régence, et nommer Jocelyn de Courtenay comme tuteur de Baudouin V. Mais même après leur désaccord et même des conflits, Baudouin semble avoir fait confiance à son cousin, Raymond III. Le roi regrettait sûrement d'avoir laissé Guy de Lusignan épouser sa sœur. Raymond était l'un des membres les plus anciens de la famille royale et un commandant compétent et éprouvé. Il n'est pas surprenant qu'il ait repris son rôle de régent du royaume. Cette affaire réglée, la haute cour resta à Jérusalem et le roi lépreux subit sa dernière maladie. Baudouin IV, à la fin de sa vie, avait fait son possible pour garantir la sécurité du royaume qu'il avait fidèlement protégé durant son règne. Avait envoyé une mission en Occident pour demander l'aide d'une nouvelle croisade. Il avait assuré le trône pour son neveu et obtenu l'approbation de la haute cour pour une régence. Il avait personnellement repoussé une dernière attaque pendant son règne à la frontière menée par son ennemi, Saladin, et il avait légalement interdit à Guy de Lusignan de jamais accéder au trône. Malgré l'immensité de ses souffrances personnelles, Baudouin le lépreux avait une fois de plus démontré pourquoi il était si universellement respecté. Avant que Baudouin ne meure, la haute cour s'est réunie une dernière fois à son chevet pour honorer le jeune homme courageux qui avait protégé Jérusalem avec succès pendant 11 ans. Le jeune homme beau et athlétique couronné en 1174 avait beaucoup changé depuis. La lèpre avait presque entièrement détruit son corps, le rendant infirme et privé de la plupart de ses sens. Et pourtant, jusqu'à la fin, il resta actif et prit des mesures pour sécuriser le royaume. Bernard Hamilton l'exprime le mieux. Peu de souverains sont restés chefs d'État exécutifs en étant handicapés par des infirmités physiques aussi graves ou se sont sacrifiés aussi totalement aux besoins de leur peuple. Sous le règne de Baudouin, son royaume était puissant. Loin d'être un État déclinant s'accrochant à peine à la vie, le royaume de Jérusalem était économiquement prospère, avec une armée compétente bien dirigée par son roi. Face à la puissance écrasante de Saladin, le royaume est resté ferme sous la direction d'un souverain compétent. Le grand problème que Baudouin n'a finalement pas pu résoudre était celui de la succession, une conséquence de sa lèpre. Il est décédé prématurément, sans descendance, laissant son jeune neveu et héritier. Avec la disparition du roi lépreux, le problème du factionnalisme allait réapparaître. Baudouin IV de Jérusalem est mort entre mars et mai de l'an 1185. Il n'avait pas encore 24 ans. Le roi fut enterré près de son père dans l'église du Saint-Sépulcre, le lieu de la mort et de la résurrection du Christ et le cœur du royaume. Baudouin régna pendant la période la plus difficile que le royaume de Jérusalem ait jamais connue, et il triompha. Il affronta nul autre qu'un adversaire tel que Saladin, souverain d'un vaste et riche empire, et pourtant le roi lépreux sortit victorieux encore et encore. Les forces de Baudouin étaient toujours en infériorité numérique face aux armées colossales du sultan d'Égypte et de Syrie. Malgré la maladie de leur jeune chef, les croisés triomphèrent. Même le plus compétent des rois aurait eu du mal à faire face à Salah ad-Din, l'un des souverains les plus remarquables de l'histoire. Baudouin IV de Jérusalem a relevé ce défi. Aujourd'hui, Baudouin, le roi lépreux de Jérusalem, est reconnu pour son héroïsme, son dévouement et sa foi. Il demeure une source d'inspiration pour beaucoup, un symbole de vaillance face au danger et de victoire face à l'impossible. La bataille de Montgisard reste le meilleur symbole de son règne, lorsque le jeune roi lépreux, accompagné d'un petit groupe de Templiers et de chevaliers, a chargé les vastes forces de Saladin et a remporté la victoire.
Merci d'avoir regardé. Découvrez maintenant notre documentaire complet sur Charlemagne, le grand empereur fondateur de l'Europe médiévale. Cliquez sur la vidéo à l'écran pour la regarder. Cliquez sur le lien Patreon pour nous soutenir, me poser des questions et accéder à du contenu exclusif en coulisses.